Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Yamaha FZ6 S2 Phaser de 2007. Allez, c'est parti! Les amis, de nouveau aujourd'hui, je peux vous présenter une machine grâce à l'un de mes abonnés qui a fait énormément de route et vient de Bordeaux pour me ramener cette machine. Merci encore à lui. Si vous suivez mes vidéos depuis de nombreuses années maintenant, vous aviez peut-être vu le test de la première phase de cette machine, la Yamaha FZ6S Phaser. Et à l'époque, il faut l'avouer, je n'avais pas été un très grand fan de cette machine, car le moteur marchait bien, mais uniquement à très haut régime. Je préférais finalement la version à carburateur encore plus ancienne de cette moto. Aujourd'hui, nouveau test dans les mêmes conditions, on est sur exactement le même tracé, mais on va tester la dernière génération de cette FZ6 Phaser, deuxième génération qui se fait appeler S2. Bon, tout d'abord, vous voyez que malheureusement je commence et tout de suite il se met à flotter, donc j'espère que ça ne sera pas trop gênant au niveau de la caméra, qu'il n'y aura pas de pluie sur l'objectif. Pour ceux qui découvriraient cette machine avec cette vidéo, je reprécise que cette FZ6 Phaser, c'est la version carénée, une version peut-être un peu plus routière du Roadster FZ6. C'est une machine donc qui est motorisée par un 4 cylindres en ligne de 600 cm3 et celui-ci peut produire 98 chevaux. C'est un moteur, si je me souviens bien, qui est dérivé du moteur d'une R6, donc une machine qui prend énormément de tours. Vous voyez que la zone rouge commence à 14 000. Cette version carénée est bien sûr un petit peu plus lourde que la version Roadster. Elle fait exactement 7,5 kg de plus. Donc on arrive à 207 kg pour cette machine. Sachez que le modèle que je vous présente aujourd'hui est un petit peu accessoirisé. Il n'y a pas de modification radicale, mais il y a quand même quelques accessoires. Déjà, vous voyez que devant moi, on a une bulle fumée qui est un peu plus haute que celle d'origine. Pour l'esthétique, des stickers ont été mis sur les jantes, sur le bord. Les clignotants à l'avant ont été remplacés par des modèles à LED à défilement qui servent également de feu de position. Et afin de pouvoir voyager avec quelques bagages, vous voyez qu'il y a des supports à l'arrière qui permettent de mettre un top case et aussi des valises. Sinon, au niveau technique, la moto est globalement conforme à ce qu'on pouvait avoir à l'époque en concession. La seule modification notable, c'est des pontées qui permettent de rehausser légèrement le guidon d'environ 2 cm. D'ailleurs, à la prise en main, cette machine, elle est plutôt facile. La machine est un tout petit peu haute pour moi qui mesure 1,70 m. J'arrive néanmoins à toucher le sol sans trop de difficultés. La selle sur cette machine est relativement étroite. Le réservoir lui aussi. Par contre, le réservoir, il a une forme légèrement en pointe et finalement ça me tape directement sur la bite. Lorsque je fais des freinages ou des accélérations, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Il faut presque se mettre une coquille avec cette machine. La position sinon est vraiment droite, surtout aujourd'hui avec ce guidon rehaussé. Le guidon est d'une bonne taille, on a un bon bras de levier, même si c'est vrai, j'aurais apprécié un guidon encore plus grand. Là je m'arrête, vous voyez donc que je peux mettre les deux pieds au sol, je peux pas les mettre complètement à plat parce que je suis gêné par les repose-pieds qui viennent me taper les mollets. Cette position permet de prendre les infos autour de nous sans réelle difficulté. Vous voyez que je peux regarder carrément derrière moi, même au-delà de normalement mes angles morts, je peux presque me retourner complètement, ça sans lâcher le guidon. Sur cette version Phaser, les rétros sont pris sur le carénage, donc ils sont très loin devant moi, je vois très bien sans forcément tourner la tête, hein. J'ai juste à bouger juste un tout petit peu le regard et tout de suite j'ai les informations. Ça pour moi c'est vraiment un point fort de cette version Phaser.
Et vous pouvez entendre que cette machine est encore avec l'échappement d'origine. La particularité de cette génération de machines, c'est que l'échappement passe sous la selle en 2 sorties. Et c'est très rare maintenant de retrouver cette moto, que ce soit en roadster ou en version phaser, avec les échappements d'origine. À l'époque, quasiment tout le monde les remplaçait. Vu que cette machine prend énormément de tours, vous doutez bien qu'à haut régime, il y avait moyen de faire vraiment un bruit limite de compétition. Là, avec l'échappement d'origine, pour l'instant, c'est très calme, très feutré. J'entends presque plus le bruit du vent que le bruit de l'échappement. Alors, je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup. Alors, à bas régime, il n'y a vraiment pas grand chose. Et le moteur, on a l'impression qu'il s'arrêtera jamais. Là, finalement, j'étais déjà bien au-delà des limites. Et j'ai jamais dépassé les mi-régimes, je dirais presque les bas régimes, parce que je n'ai pas dépassé les 6000 tours. Actuellement, cette bulle est pas super efficace parce que vous voyez, là je suis en position normale, j'ai quand même pas mal d'air qui arrive sur moi. Si je me mets debout, il n'y a aucune différence en fait. C'est assez problématique en fait d'avoir un carénage, surtout en plus complètement fumé comme ça m'enlève un petit peu de visibilité pour aussi peu d'efficacité. À savoir que d'origine, comme je vous l'ai dit, il est encore plus petit. Alors j'arrive sur un passage à basse vitesse. Cette machine se manie sans réelle difficulté, même si c'est vrai, on sent quand même que c'est un petit peu lourd, hein. C'est pas une 125. Au niveau des pneumatiques, on a des tailles tout à fait standards, hein. C'est du 17 pouces, 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Maintenant les amis, on est ici comme d'habitude pour tester l'accélération. Je rappelle donc que cette machine est capable de délivrer 98 chevaux. Elle fait un poids tout plein fait de 207 kg. Il n'y a pas d'aide électronique, il n'y a pas d'ABS. Il faut savoir que l'ABS à l'époque c'était une option sur cette machine. Aujourd'hui elle n'est pas équipée. Donc on est parti. Vu que c'est une machine qui prend énormément de tours, je soupçonne qu'elle puisse monter à 100 directement en première. Allez, c'est parti. Les amis, on arrive à 100 vraiment à la zone rouge en fait, hein, à 14 000 tours. Et je sais pas si c'est cet échappement d'origine qui donne cette impression, mais j'ai l'impression que c'est moins performant que dans mon souvenir. Et là, la sonorité n'est absolument pas exubérante, hein, c'est calme. On va profiter d'être ici comme d'habitude pour vérifier l'angle de braquage. Allez, je braque à fond. Vais-je réussir? Voilà, ça a l'air de passer. Oui, je peux faire demi-tour sans remanœuvrer. Donc c'est convenable, hein, c'est plutôt pas mal. Maintenant, comme tout à l'heure, on va refaire l'accélération. Et ensuite, je vais me concentrer sur le freinage. Allez, c'est parti. Maintenant je freine, frein arrière ça freine un tout petit peu, frein avant, voilà, le frein avant il est pas trop mal, mais en termes de sensation ça n'a rien à voir avec son oreille sur une machine moderne, hein. Là je sais pas si c'est le frein lui-même qui me donne ces piètres sensations ou si ce sont les leviers qui ont été remplacés. Vous pouvez le voir, là on a des leviers réglables, des modèles chinois, hein. C'est ce qu'on voit très souvent sur les machines actuellement. J'ai pas une forte attaque au freinage, alors que devant, vous voyez, c'est des freins à disque. Je crois que c'est des références qui étaient très populaires à l'époque, enfin très distribuées chez Yamaha. Ça équipait pas que cette machine. Donc ça fonctionne, mais je suis pas un grand fan du ressenti au freinage. On peut revenir sur les performances moteurs. Je le redis, la première phase de cette machine, elle était pour moi assez pénible parce qu'elle ne marchait vraiment que à très haut régime. J'ai l'impression que sur cette phase 2, ils ont changé la cartographie car
c'est beaucoup moins creux et c'est aussi beaucoup moins explosif dans les tours. Là vous voyez, j'accélère, je monte 4, 6, 7, 8, 9, 10 000. Ça monte dans les tours, mais à aucun moment j'aurai un coup de pied au cul. C'est beaucoup plus linéaire. Bon, et je le redis, hein, cette bulle pour moi ne sert vraiment pas à grand chose. Dès que je suis stabilisé à 70, je me sens obligé de hurler pour réussir à me faire entendre par le micro. Sur cette machine, au niveau des commodos, c'est très simple. Vous avez sur la gauche bien sûr tout ce qui gère l'éclairage, le klaxon. On a aussi un bouton pour les feux de détresse. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres boutons. Le compteur, lui, est différent de sur la phase 1. Vous avez un écran à cristaux liquides qui vous indique la température du liquide de refroidissement. Vous avez une jauge de carburant, une horloge, bien sûr la vitesse. On peut avoir les tripes et l'odomètre. Et à côté de ça, un gros compte-tours à aiguille, donc c'est très facilement lisible. C'est assez surprenant par contre qu'il n'y ait pas de témoin de rapport engagé sur cette machine. On me voilà de nouveau en ville. On retrouve un petit défaut de l'époque, hein, la boîte de vitesse, même si elle fonctionne plutôt bien, il lui arrive parfois d'être un peu bruyante et de claquer légèrement. Rien de vraiment rédhibitoire, mais c'est vrai que si on compare avec une Honda ou une Suzuki, c'est quand même un peu moins bien sur cette Yamaha. Là je vais faire un test de souplesse, donc je suis en 6e à 30 km/h et de nouveau, hein, 4 cylindres en ligne oblige, c'est hyper souple. On peut reprendre à quasiment n'importe quel régime, même en 6e. C'est ultra efficace. De nouveau un passage à basse vitesse. Vous voyez que je suis à très bas régime, hein, je suis à moins de 2000 tours. J'arrive en côte et reprendre ne pose aucun problème. Hein. Ces moteurs 4 cylindres sont vraiment très agréables pour ça. On peut cruiser, on peut rouler à très bas régime. Mais c'est vrai que par contre quand on les utilise comme ça, les performances sont totalement annihilées. C'est juste de la balade. Allez, je redescends dans les rapports, je me mets en 4e, je suis en côte, j'accélère à fond, il se passe rien. 3e, il se passe rien. 2e, ah bah quand même. Et de nouveau, on sent quand même que ce moteur ne marche vraiment bien qu'au-delà des 8000. Hein. Les paliers sont moins, sensibles que sur la première génération, mais ça marche quand même nettement mieux au-delà des 8000. Bon, allez, petit dodane. Sur cette machine, les suspensions sont pas trop dures, pas trop fermes. D'ailleurs, je trouve que c'est peut-être même un peu trop mou pour une machine qui se voulait un peu sport. Là, je vais prendre celui-ci à 30 km/h. Ouais, ça pompe un petit peu quand même. À l'avant, on a une fourche classique, elle n'est pas inversée et elle n'est pas réglable. À l'arrière, on a un mono-amortisseur qui, lui non plus, n'est pas réglable. Hein. Pas oublier qu'à l'époque, la gamme FZ6, c'était pas des machines haut de gamme, hein. C'était même plutôt un entrée de gamme. J'arrive maintenant dans une succession de virages. Faut que je me méfie, il a plu il y a très peu de temps, vous l'avez vu. Allez, j'accélère néanmoins. Ouais, cette machine est pour moi un peu frustrante parce que elle est vraiment sympa au niveau du moteur qui a très haut régime. Et finalement, à très haut régime, j'ai l'impression que c'est la partie cycle qui est plus forcément au niveau. Je vais pas dire qu'elle louvoie ou qu'elle est dangereuse, mais je sais pas, je me sens pas à l'aise à très haut régime avec cette machine. Il y a quand même pas mal de vibrations qui remontent dans le guidon, même dans la selle ou les repose-pieds quand on dépasse les 8-9 000. C'est assez surprenant. Ici on réaccélère.
Ouais, avec cet échappement d'origine, c'est vraiment frustrant parce qu'on n'entend vraiment rien. On voit juste l'aiguille s'affoler, partir vers la zone rouge. Mais finalement, les sensations sont vraiment très faibles. Et je le redis, avant les 8000, on se demande même presque si on est sur un 600. Hein. Ça a très peu de patates à bas régime. Hein. Finalement, quand je veux m'amuser un petit peu, bah, je sais pas, je suis frustré avec cette machine. Il y a quelque chose qui me déplaît. J'ai quand même le souvenir comment dire, de m'amuser bien plus avec la XG6 qui partageait comment dire, un moteur, une base moteur similaire, mais moins puissant, plus coupleux. Là, sur cette FZ6, on sent qu'ils ont voulu vraiment mettre un nombre de chevaux au maximum possible à l'époque, histoire d'attirer de la clientèle. Mais est-ce que ça apporte réellement quelque chose en termes dynamique ou même d'agrément? Bah, je suis vraiment pas convaincu. Hein. Dans ce rond-point, de nouveau, pas trop de problème, ça se balance bien. Même si, je le redis, je ne retrouve pas la facilité, la manœuvrabilité dingue que pouvait avoir sa consoeur XG6 qui elle avait un pneu à l'arrière plus petit, c'était un 160 et clairement ça apporte plus de vivacité. On va maintenant passer sur l'autoroute. Moi, je vais me coller direct en 6 et je dépasse. Bon, vous voyez que j'arrive à 130 et je suis même pas à 6500 tours. Donc de nouveau, on sent que la démultiplication fait tout pour qu'on ait une vitesse max complètement folle. Mais c'est pas forcément très utile et c'est au détriment des sensations. Là je vais faire un test de reprise, donc je suis à 6000 tours en 6ème, je suis à 115, j'accélère à fond, 120, 130, 140, donc ça reprend, hein. Mais je me doute bien qu'on aurait bien mieux si j'avais redescendu d'un ou deux rapports. Il faut vraiment maintenir cette machine super haut régime pour avoir un peu de patate. Et vous l'entendez, au niveau du bruit, du vent, c'est insupportable. J'ai l'impression que la bulle me renvoie absolument tout directement dans le visage. Je me demande même si je serais pas mieux sur la version Roadster. Concernant l'éclairage sur cette machine, je vous l'ai dit à l'avant, le feu est différent sur la phase 1. Il reprend un peu plus l'esthétique d'un phare de R1. Celui-ci d'origine est équipé d'ampoules halogènes. Aujourd'hui, ça a été remplacé par le propriétaire par des LED. Je vous l'ai déjà dit, les deux clignotants à l'avant ont été remplacés également. Par contre, à l'arrière, on a encore le phare et les clignotants d'origine, ainsi que le support de plaque d'origine, ce qui de nouveau est assez rare sur ce genre de moto. Une autre particularité esthétique qui différencie la première génération de la deuxième, le bras oscillant. Sur la première génération, c'était vraiment, on va dire, une poutre percée d'un trou pour mettre un axe à l'intérieur. C'était assez disgracieux, il faut l'avouer. Là, ils ont mis une pièce bien plus esthétique. Après, est-ce que techniquement, elle a réellement des caractéristiques différentes qui pourraient modifier un peu le comportement de la moto? Là, j'avoue que je l'ignore. On va faire une dernière accélération. C'est parti! De nouveau, il y a de la puissance si on le veut, hein, mais il faut vraiment aller la chercher tellement haut que ça en devient presque ridicule. Et il y a tellement peu de sensations en fait. Encore finalement, j'avais pas aimé la première génération, la S1, mais cette S2 pour moi c'est peut-être pire, parce que justement on n'a plus les paliers qui sont vraiment, quand je dis paliers, c'est les zones en fait de performance qui étaient vraiment identifiable à l'avant.
Maintenant, c'est très linéaire, il n'y a que à partir de 8000 tours qu'on sent que ça marche un peu mieux. Personnellement, je trouve ça encore plus chiant en fait, hein. Faut l'avouer, vous savez que je suis pas là pour mâcher mes mots. Là, je trouve ça assez ennuyeux à conduire, hein. C'est surtout en plus avec cet échappement d'origine qui fait qu'on n'a aucune sonorité, vraiment rien du tout. Néanmoins, au-delà des performances, parlons de ses aspects pratiques. Et cette machine n'en est pas dénuée. Vous voyez déjà que la machine est équipée actuellement d'une béquille centrale. Alors, de mémoire, il s'agit d'une option hein, sur cette machine. Elle n'était pas livrée directement avec, mais c'était disponible en option. Vous pouvez trouver un rangement en démontant la selle. C'est une selle monobloc. Hein. Et ce rangement permet de mettre un petit U, enfin plutôt un bloc disque, de mettre un gilet jaune. C'est pas gigantesque, mais c'est quand même pas trop mal pour une machine qui a l'échappement sous la selle. Si vous désirez rouler avec un passager, logiquement il ne devrait pas y avoir de problème. La selle est plutôt confortable, large. Il y a des poignées de maintien pour le passager. Donc là, à ce niveau, on est plutôt pas mal. Vous pouvez voir sur le côté qu'on a aussi un attache-casque. Alors pareil, je ne sais pas si c'était une option à l'époque ou si c'était d'origine, mais actuellement c'est présent sur la machine. Au niveau de la consommation, c'est assez proche de la concurrence. Le propriétaire me disait tourner à environ 5,5 litres au 100 en roulant cool. Et je me doute que si on essaye d'exploiter ce moteur à son plein potentiel, on sera plutôt aux alentours des 6,5 litres, voire 7 litres. À 14 000 tours, il faut bien comprendre qu'il faut l'alimenter le moteur. Le réservoir, lui, fait 19 litres. Donc on a quand même une assez bonne autonomie si vous roulez normalement. Donc finalement, que conclure sur cette Phaser S2? Vous l'avez compris, hein, c'est pas une machine que j'apprécie, surtout à cause de son moteur. C'était déjà le cas sur la première phase, et la phase 2 pour moi n'est pas réellement meilleure. Après, je peux comprendre hein, que certains apprécient ce comportement, hein, tous les goûts sont dans la nature. Néanmoins, au-delà du moteur, ça reste une machine plutôt homogène, assez facile, et surtout, à l'heure actuelle, sur le marché de l'occasion, c'est une moto qui se veut assez bon marché, car vu que son moteur développe 98 chevaux, elle n'est pas bridable pour le permis A2, elle n'est pas bridable à 47,5, donc actuellement, sur le marché de l'occasion, c'est bien plus cher de trouver une XJ6 plutôt qu'une FZ6. Voilà les amis, maintenant je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette FZ6 S2 Phaser de 2007. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez testé ou si vous possédez cette machine, que ce soit en phase 1 ou en phase 2, ou en caréné ou non, hein, c'est globalement la même machine, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience. Je sais que vous allez être nombreux à ne pas partager mon avis. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine d'avoir fait le déplacement afin que je puisse tester cette machine sur mon lieu de tournage habituel. C'est super sympa de sa part. Et d'ailleurs, si comme lui vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien je vous invite à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux et je vous invite à vous abonner. Comme ça, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Mais à tous! À l'époque, la gamme FZ n'avait pas que cette 600, hein. Vous avez aussi la FZ8 qui est arrivée un petit peu après, et la plus grosse, la FZ1, qui elle avait vraiment une patate de dingue.